Salutations à toutes et tous, explorateurs et exploratrices de la psyché, je vous souhaite la bienvenue en ce jour pour votre rubrique symbolique. Suite à ce que nous avons vu déjà dans l'introduction, qui a été très rapide, nous allons pouvoir entrer un petit peu plus dans le détail des choses. Avant de vraiment venir dans le détail, on va parler des choses, on va dire, ou plutôt des formes que la psychanalyse jungienne peut prendre, c'est-à-dire qu'il va vous falloir un glossaire principalement, des définitions de mots pour être beaucoup plus à l'aise avec ce qu'on va voir plus tard. Donc une fois que vous êtes familiarisé avec ce qu'on va évoquer, ce sera plus facile par la suite de pouvoir vous repérer en fait. Et qui vous amènera ensuite peut-être, si vous le souhaitez, commencer peut-être à réussir à identifier dans vos rêves vous-même. Alors je conseille quand même grandement, si vous voulez vraiment partir sur de l'interprétation des rêves, de le faire avec un psychanalyste jungien avéré, parce que c'est une entreprise, une fois que vous mettez le pied dedans, c'est terminé, c'est pour toute la vie. Donc je vous suggère, si ça vous passionne, d'aller déjà en école étudier ça, et ensuite interpréter vos rêves également avec un psychanalyste jungien. Une fois que vous vous lancez dans une analyse, vous savez que c'est pour la vie en général. Alors, sur le plan de l'individuation qu'on avait évoqué dans l'introduction, là je vais vous parler donc du glossaire qu'il va falloir un petit peu maîtriser. C'est-à-dire ce qu'on va voir dans le glossaire, finalement, tout ceci fera partie du chemin d'individuation. Brièvement, je vais pas tous les énumérer, mais on va parler de la persona, de l'ombre, de l'anima, de l'animus, du soi et du moi, notamment. Je vais reprendre quelques notes par-ci par-là. En fait, ça fait énormément de notes qui sont par-ci par-là, mais je vais les relire avec vous pour vous donner, on va dire, les meilleurs points et les meilleurs points clés, surtout, à la compréhension de ces mots, finalement, de ces définitions qu'on va en faire pour être très à l'aise par la suite. Alors, on peut démarrer. Jung, en fait, a suggéré que chaque être humain a originellement un sentiment donc de totalité, c'est-à-dire un sens très fort et très complet du soi. Donc on reviendra après sur la définition du soi, mais là je vais vous expliquer juste un petit peu le principe. Et donc c'est de ce soi, donc c'est-à-dire de cette totalité de la psyché, que se dégage la conscience individualisée du moi, à mesure en fait que chaque individu grandit et évolue. C'est parti pour le glossaire. Là, les définitions que je vais vous donner, c'est vraiment des notes que j'ai rassemblées au fur et à mesure. Donc elles vont être diverses et variées. Elles sont synthétisées en fait. Il y aura le glossaire donc de Silvia Di Lorenzo, qui a écrit le livre La femme et son ombre, qui est édité chez Albin Michel, que je vous recommande vivement, évidemment. Dans son bouquin, elle a elle aussi un glossaire que j'avais repris à l'époque à laquelle je l'ai lu. Et je le trouvais vraiment très pertinent, très intéressant. Donc ça sera peut-être pas au mot près, parce que j'ai fait une synthèse de plusieurs définitions, de plusieurs concepts, parce que Jung, à la fois dans l'œuvre qu'il a accomplie, qu'il a développée, justement, il l'a développé. Vous aurez des lectures à des moments où il est très en questionnement lui-même, en recherche, en approfondissement, et vraiment vers le milieu et la fin de sa vie, où on a réussi donc à identifier certains points. Donc ce qui vous intéresse peut-être pour aller plus vite, c'est pas forcément qu'est-ce qui l'a amené de A, on va dire, à B. Moi, ça m'a passionné, donc je l'ai fait. Mais pour avoir donc des définitions communes, on va dire, et ensuite un enseignement global, il a vraiment établi des définitions, ce qu'on peut dire à peu près officielles. Sauf que dans les bouquins, vous allez jamais retrouver la définition même de ce que c'est. Parce que Jung est toujours resté très ouvert aussi. C'est-à-dire qu'il ne figeait jamais les choses. Et même sur la fin de sa vie, il disait que lui, il avait découvert tout ceci, tout cela, mais que tout restait encore à faire. Donc ça laisse vraiment un champ encore d'exploration
à exploiter, explorer. Et j'espère que c'est ce que nous allons faire donc ensemble. Dans l'introduction, la dernière fois, on a évoqué les archétypes. Donc ça, c'est une notion clé. Donc c'est une notion clé qu'il faut, entre guillemets, intégrer et digérer, si je peux dire, dans la psychanalyse jungienne. Le sens est extrêmement important. On va essayer d'en donner une définition sans être fermé, un petit peu plus précise en fait. On parle là donc du concept de l'archétype. Dérive de l'observation récurrente que par exemple le mythe et les contes de fées de la littérature mondiale contiennent certains motifs qui se répètent un petit peu partout. Nous rencontrons donc les mêmes motifs dans les fantasmes, les rêves, les délires et les hallucinations des hommes d'aujourd'hui. Ces images et associations donc typiques, qu'on dit représentations archétypiques, elles sont intenses, plus elles sont caractérisées par une totalité affective particulièrement forte, cette accentuation, ça lui confère un dynamisme particulier au sein de notre propre vie psychique. Donc c'est vraiment une dynamique. Elle nous impressionne, nous influence, voire nous fascine. Jung dira, elles prennent leur origine dans l'archétype qui en lui-même est quelque chose de préexistant, qui semble appartenir à la structure héréditaire de la psyché, et peut donc se manifester spontanément n'importe où, à n'importe quel moment. Donc ça, c'est ce qu'il avait écrit en 1964, pour info. Donc l'archétype ne peut jamais être perçu en soi, en fait, car il n'est qu'une possibilité de représentation qui trouve son expression manifeste dans l'image de l'archétype, ou dans l'image archétypique. Les dieux, par exemple, de toutes les religions, et les personnages des mythes et des contes, tout comme les symboles oniriques caractérisés par cette tonalité, on va dire affective, lumineuse, ça les distingue des images de l'inconscient personnel. Donc les archétypes sont des motifs de représentation correspondant à certains comportements fondamentaux et instinctifs de la nature humaine, qui sont les mêmes partout et chez tout le monde en fait. Tout type de dynamisme instinctif a une image archétypique correspondante, que nous pouvons voir représentée par une divinité déterminée de la mythologie. Donc chaque divinité correspond à un champ instinctuel particulier. Là, je vais vous donner quelques exemples. Arès, Mars, par exemple, lui représente donc les instincts d'agression et d'autodéfense, qui se trouvent aussi fondamentalement dans la vie animale. Aphrodite aussi, Vénus, donc incarne le champ de la sexualité et de l'amour physique. Zeus, Jupiter, exprime l'autorité paternelle qui juge et qui punit. On a aussi dans toutes les religions la grande mère qui représente le champ de la maternité. Chaque divinité a sa fonction, règle un champ déterminé de la vie, exige donc de l'homme certaines règles de comportement. Chaque image archétypique exprime une certaine loi fondamentale de la vie, qu'elle transmet et communique à l'homme. C'est pourquoi les contes attirent l'enfant comme un charme puissant et mystérieux. Ils lui montrent au niveau inconscient les diverses possibilités de la vie et ces moments typiques qui reviennent toujours. Du reste, l'affirmation selon laquelle les symboles des contes concourent à structurer le moi de l'enfant semble correcte et confirmée par le fait que déjà dans l'Antiquité grecque, le conte faisait partie de l'éducation des enfants. Donc là, voilà, c'était pour la définition de l'archétype en lui-même. On va en retrouver beaucoup d'autres quand on va étudier également les contes de fées. Vous allez voir, en étudiant un conte et un mythe, les archétypes, en général, vous arrivez à les repérer quand même assez rapidement. Comme là, déjà, on en a exposé quelques-uns. Dans l'introduction, je vous ai également parlé de l'origine en elle-même de l'archétype. Au niveau de l'expression archétype donc se rencontre déjà chez Philon d'Alexandrie, en fait. Elle se réfère à l'image de Dieu dans l'homme. Les premières, on va dire, fois où ça avait été énoncé, on employait donc à l'époque le mot archétypus, donc de façon analogue, pour dire archétype, c'était les alchimistes qui déjà à l'époque l'employaient, et aussi donc Hermès Trismégiste dans le traité d'or.
qu'il avait écrit. Je vais pas vous la faire dans la langue d'origine, mais en traduction donc. Comme Dieu faisait tourner en lui le trésor tout entier de sa divinité, caché en lui comme dans l'archétype. Ainsi, Saturne faisant tourner en lui de façon occulte les images des corps métalliques. C'était les premières fois où archétypus était employé à ce moment-là. On a aussi Philon d'Alexandrie qui utilisait la notion, en tout cas l'expression archétype. Il se référait à l'imago Dei, donc c'est-à-dire l'image de Dieu dans l'homme. Ensuite, on avait même Irénée. Alors pareil, je vais pas vous la faire en latin. Le créateur du monde n'a pas fait ces choses à partir de lui-même, il les transforma à partir d'archétypes différents de lui. Et aussi on a dans le Corpus Hermeticum, Dieu est appelé la lumière archétype. Voilà. On voit quand même le lien entre ce qui émerge et l'énergie qu'il dégage, et qui ne sont pas propres à la conscience de l'homme, donc. C'est tout là leur point de départ. C'est-à-dire, l'élan, en fait, il est signifié dans quelque chose d'ailleurs, et il prend sa place ensuite dans la psyché. Dans un archétype, donc dans une image, et c'est là où on va avoir la difficulté chacun pour l'identifier par soi-même. Donc après c'est un exercice, mais quand vous êtes pris par une énergie d'archétype, archétypique, vous ne le savez pas en fait, à la base. Ou vous le savez après. Une fois que le tohu-bohu est passé. Donc voilà un petit peu pour l'archétype. Donc je vous redonne. Je vais essayer de vous redonner aussi en commentaire. Je vais essayer aussi de vous redonner en commentaire toutes les références, mais ça va être un petit peu complexe parce que c'était des notes que j'ai prises au tout début en fait, hein, quand je commençais à regarder, donc c'est un petit peu complexe avec le temps à retrouver. Mais une fois que la notion est bien intégrée, il n'y a pas de souci. Donc je vous redis que le glossaire là sur lequel on va partir sera de Silvia Di Lorenzo dans son bouquin La femme et son ombre chez Albin Michel. Pour conclure avec les archétypes, en fait les archétypes donc sont des phénomènes observés respectivement de l'intérieur et qui agissent à l'extérieur. Globalement, ça on en parlera plus tard, mais ce que je viens de dire va aussi du coup développer ce qu'on va appeler plus tard les synchronicités. C'est un terme en fait qui signifie des coïncidences significatives. Donc synchronicité, vous pouvez marquer si vous le souhaitez, égale une coïncidence significative entre des événements extérieurs et intérieurs. Donc ils n'ont pas entre eux de relation, on va dire, causale, mais tout se passe comme si l'archétype sous-jacent se manifestait simultanément par des événements intérieurs-extérieurs. Pour vous donner un exemple simple, donc une synchronicité en général, beaucoup en parlent, mais quand vous en vivez une, et c'est absolument pas tous les jours, elle va faire sens uniquement pour vous. Donc c'est vrai que c'est difficile de l'expliquer à un tiers, mais en général quand elle vient vous frapper comme ça à la conscience, quand elle vient vous frapper donc à la conscience, vous en prenez un petit peu plein les yeux. Et elle va avoir un sens très profond qui va vraiment vous animer, ou vous répondre peut-être par rapport à un questionnement sur lequel vous tourniez, on va dire, inconsciemment depuis un petit moment. Mais le concept, on va dire, des synchronicités, on pourra toujours y revenir un petit peu plus tard. Maintenant, donc, on va parler de l'anima et l'animus. Donc là, comme ça fait juste partie du glossaire que j'essaie de vous synthétiser et de vous transmettre, ça va être, je ne vais pas rentrer dans le détail. Il faut que vous ayez une définition plutôt claire, tout en étant précise, mais c'est vrai que chaque définition peut prendre énormément de temps. Alors je pense que les archétypes, là, on a plutôt bien fait le tour. C'est parti pour anima et animus. Vous aurez énormément, on va dire, de livres à lire également sur le sujet. Toujours dans celui que je recommande, donc La femme et son ombre, car on va
l'auteur Sylvia Di Lorenzo en parle, on va dire, très bien. Donc je vous recommande, donc La femme et son ombre. On va partir sur les deux. Anima animus. L'anima du fils correspond à l'éros maternel. L'animus de la fille correspond au logos paternel. En d'autres termes, donc, la personnalité féminine est composée par un inconscient de signe masculin, et la personnalité masculine est composée par un inconscient de signe féminin. Par exemple, si je suis un homme, j'ai une anima. Si je suis une femme, j'ai un animus. Voilà, ce sera toujours le sexe opposé auquel vous appartenez. On va parler de l'anima, composante féminine inconsciente chez l'homme, qui est dans les rêves, en tout cas qui apparaît dans le rêve, personnifié par des images de femmes. On a un ensemble des tendances et des traits féminins refoulés en fait. Aucun homme n'est masculin au point de n'avoir en lui rien de féminin, mais la structuration d'une identité masculine consciente requiert le refoulement dans l'inconscient de caractéristiques féminines minoritaires de sa personnalité. On a l'image de la femme que l'homme porte en lui. Le caractère de l'anima d'un homme est conditionné par la figure maternelle. Ça, c'est très important. Donc, je vais le répéter. Le caractère de l'anima d'un homme est conditionné par la figure maternelle, en ce que la mère représente pour son fils. Donc, la première incarnation de l'anima, qui se modèle sur elle, d'abord, et dont les connotations dépendent de sa personnalité. En général, les référents, ça va être la mère, et suivant les générations, parce qu'il y en a qui ont plutôt été élevés par leur grand-mère que leur mère, par exemple, voire même des tantes, ça va être le premier proche féminin sur lequel les références ont été prises. En tout cas, où il y avait vraiment de l'attachement. Donc l'anima produit chez l'homme ses états d'âme, ses fantasmes, ses humeurs, ses émotions, ses intuitions et l'introspection subjective. L'anima donne à la conscience masculine la possibilité d'établir les relations affectives amoureuses. On pourra, dans d'autres... nous allons le faire, on va le faire. On ira voir donc sur certains contes de fées ou mythes, mais personnellement je préfère travailler sur les contes de fées. On ira voir donc des exemples d'anima qui se conscientisent dans un conte. Autour de l'animus. Donc je rappelle, vous êtes un homme, vous avez une anima, vous êtes une femme, vous possédez un animus. Donc l'animus, composante masculine inconsciente chez la femme, qui apparaît personnifiée dans les rêves par des images d'hommes. C'est un ensemble des tendances et des traits masculins refoulés chez la femme. Le caractère de l'animus d'une femme est conditionné par la figure paternelle. Alors c'est pas forcément comme chez l'anima, c'est pas forcément le lien direct avec la mère. Donc là, en l'occurrence, c'est pas forcément le lien direct avec le père ou le grand-père ou la figure d'autorité, mais en l'animus, ça va être toute la représentation des pères en général, ou d'un système patriarcal. C'est-à-dire que c'est pas forcément sur la lignée directe, ça va être un ensemble. On continue, le père est le premier porteur de l'image de l'animus, qui tire de lui sa substance et sa forme réelle. Ainsi, la petite fille peut commencer à définir de façon concrète, dans la confrontation et la relation avec la personne réelle de son père, le champ d'action du logos, on y reviendra un peu plus tard, les valeurs et les droits de l'esprit et les modalités de réalisation qui en résultent. Principalement, on parle de la fonction de support et d'action. À cause du développement patriarcal, c'est là où je voulais en venir, en vous disant qu'il y avait aussi ce côté, on va dire, collectif. Donc à cause du développement patriarcal de notre civilisation occidentale, la femme tend à contribuer à tout ce qui est masculin en valeur plus grande que ce qui est féminin. Donc cette attitude contient le risque de conférer trop de pouvoir à l'animus. Ça, c'est récurrent. Ce dernier produit dans la femme les opinions, les jugements, les besoins de réflexion critique, de rationaliser, de connaissance, et de rationaliser la connaissance, de recherche de vérité objective, de valeurs spirituelles, la capacité de décision et de choix.
En somme, il lui permet de savoir ce qu'elle veut réaliser et de faire le nécessaire pour l'obtenir. D'où ce que je vous disais tout à l'heure, vraiment la fonction d'action et de support. Support à cette action. Donc voilà, c'était une bonne partie déjà pour expliquer Anima et Animus, et on ira la voir donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, dans d'autres contes un petit peu plus tard. Enfin, nous irons voir ces deux figures différentes dans d'autres contes. Tout à l'heure, je vous ai parlé donc de l'individuation, rapidement. Je vous en ai déjà parlé globalement dans l'introduction. Donc ce que je vais faire, c'est que dans cette même vidéo podcast, je vais vous redonner la définition. Comme ça sera très complet si jamais vous voulez la ressaisir ou la réécouter à un moment donné. Là, vous savez que ça sera vraiment la vidéo glossaire définition, quoi, globalement. Même si je vais pas l'appeler comme ça, mais plutôt plan d'individuation. Parce que c'est des étapes, en fait, que vous allez rencontrer si vous décidez d'explorer un petit peu plus la psychanalyse jungienne. Alors, c'est parti donc pour l'individuation. C'est donc un processus de différenciation qui a pour but de développer la personnalité individuelle. La nécessité de l'individuation est une nécessité naturelle, qui ne porte pas à l'isolement de la société ou du groupe, ni à l'individualisme, il faut pas confondre, dans la mesure où chaque individu a besoin d'avoir des rapports humains et être inséré dans la société à laquelle il appartient. Mais elle est déterminée à une capacité plus ample et plus authentique de relation et de socialisation. La différenciation par rapport au collectif qu'entraîne le processus d'individuation, ça signifie que le développement de ces tendances particulières, qui existent naturellement dans l'individu, dès sa naissance, y sont développées. L'orientation individuelle n'est pas opposée aux normes collectives, mais seulement différente. La personne qui suit la voie de l'individuation a besoin de s'orienter dans le cadre d'une société avec les normes collectives de laquelle elle ne se retrouve plus dans un état d'identité inconsciente, car elle est arrivée à en apprécier consciemment la valeur de cohésion entre les individus, qui représente une nécessité vitale. L'individuation coïncide avec le processus du développement du conscient sortant de son état primitif d'identité. Donc l'individuation est donc l'élargissement de la sphère du conscient et de la vie psychologique consciente. Voilà pour l'individuation. Par rapport à ce qu'on avait dit la dernière fois dans l'introduction, ça la complète d'autant plus. Encore une autre notion à connaître, je l'ai évoqué tout à l'heure en parlant de l'anima et de l'animus, même des archétypes. On va parler donc du logos. On parle souvent de logos et d'éros. C'est ça qui est intéressant avec la psychanalyse jungienne, c'est que quand vous partez en fait ne serait-ce que sur une seule définition, vous allez voir que dans la même dite définition, vous allez devoir aller rechercher et identifier chaque terme pratiquement. C'est une exploration quasi sans fin. Donc le logos, c'est le principe de la conscience masculine, monde des valeurs et des intérêts, objectif, donc c'est le principe de vérité, donc de discrimination, de recherche cognitive, de réflexion et d'exploration scientifique. Donc le logos s'exprime à travers l'intérêt pour les objets et pour les idées. Il a comme champ de manifestation les faits et les intérêts objectifs, et comme caractéristique la logique, la capacité de généralisation et l'objectivité rationnelle, de théorisation, d'abstraction, de synthèse. Le logos divise, distingue, dissémine. Il agit par amour d'une idée ou d'une chose. Étant donné que le logos vit et se nourrit d'objets et d'idées, il reste, de par sa nature même, indépendant des personnes et des liens avec elles. Comme le dit Jung, l'amour pour les choses est une prérogative masculine. Nous allons voir l'éros ensemble. L'éros est un principe de la conscience féminine, monde de valeurs et des intérêts subjectifs. C'est le principe de relation, d'union, qui s'intéresse à ce qui est personnel, et non comme le logos, donc, qui est général. À ce qui est subjectif, et non ce qui est objectif. À ce qui est proche, et non à ce qui est éloigné. À l'analyse, et non à la synthèse. À ce qui est psychologique, et non ce qui est logique. L'éros s'exprime à travers l'intérêt pour les personnes, ce qui est personnel. Il a comme champ de manifestation les relations d'affection et d'amour. Il a comme caractéristique la dimension psychologique, subjective, les sentiments orientés de façon personnelle,
les capacités d'intuition, d'inspiration, d'introspection et d'analyse. L'éros rapproche, établit les rapports humains, unit et lie. Il agit par amour pour une personne, ou plus d'une personne, c'est pourquoi il contient un risque de dépendance dans son aspect d'incapacité à vivre sans les autres, de se réaliser sans toi, on va dire avec un T majuscule. L'éros vit de personnes et de relations. Il a besoin d'objets vivants, de références permanentes au toi et au nous, pour vivre et fonctionner. Maintenant, on va parler donc du soi, ce à quoi il prend part. Le soi, c'est la personnalité totale. C'est une unité et une totalité de la personnalité qui est considérée dans son ensemble. Donc vous écrivez toujours en parlant du soi de Jung, vous l'écrivez avec un grand S. Le soi avec un grand S est une entité subordonnée au moi. Et là vous mettez un M majuscule pour le moi. Et on ira voir ce que c'est juste après. Le soi est une entité subordonnée au moi, en tant qu'il embrase donc non seulement la psyché consciente, mais aussi la psyché inconsciente. On ne peut donc en connaître et décrire qu'une partie. Pour ce qui est de l'autre partie, on peut la connaître ni la délimiter. Le soi apparaît dans les rêves, dans les mythes et dans les contes de fées comme une personnalité supérieure, c'est-à-dire comme roi, héros, sauveur, etc. Ou bien sous forme d'images de totalité, comme le cercle, le carré, la croix, le mandala, en tant que jeu de lumière et d'ombre. Il est d'une luminosité considérable, c'est-à-dire qu'il suscite une émotion qui transcende les affects personnels et a un caractère religieux, comme si le soi était quelque chose de sacré, de divin. De fait, dans les religions, il est représenté par l'image de Dieu, en tant que valeur transcendante qui dépasse les limites de la conscience égotique. Quand l'image de Dieu apparaît dans les rêves, fantaisie, vision, imaginaire, il doit être interprété du point de vue psychologique comme une image du soi, dans l'expérience psychologique de l'individuation. Le moi se sent objet d'un sujet inconnu qui l'englobe, auquel il ne s'oppose pas et auquel il n'est point soumis, mais auquel il est adjoint. Voilà, j'espère que c'est un petit peu plus clair. Là, je vais vous parler du moi, et ensuite on va aller voir aussi ce que c'est la fonction transcendante, qui vient d'être nommée. On va établir ensemble donc la définition du moi, avec un grand M, toujours dans le champ et la vision psychanalytique jungienne. Comme vous avez vu donc dans le soi englobe la conscience du moi et la part inconsciente. Il englobe les deux. Donc là, sur le moi, la définition sera un petit peu moins longue. Que le moi, centre du champ de la conscience, sujet de tous les actes volontaires, conscients, doté d'un degré élevé de continuité et d'identité avec lui-même. La stabilité du moi, en tant que sujet non discontinu d'activité consciente, dirigée, se structure précocement dans la différenciation par rapport au non-moi, qu'il s'agisse de l'inconscient ou du monde extérieur. Le moi tend à se consolider toujours plus comme conscience de soi et centre subjectif de la personnalité pour constituer une entité autonome et indépendante, dotée de volonté, d'activité et de décision, capable de se maintenir toute seule, de s'orienter dans le monde et de s'adapter à la réalité. Pour faire une petite différenciation, lorsqu'on parle du moi, comme on vient de l'évoquer là, attention, on est bien d'accord qu'on ne parle pas de l'ego. D'accord ? Le moi, c'est une partie consciente du psychisme, d'accord, qui est représentée donc par ses expériences, son corps, ses souvenirs. Il est identifié à la personne. L'ego, quant à lui, c'est ce qui maintient conscient et aide à développer la personnalité individuelle. Donc l'identité. C'est aussi l'image positive que la personne a d'elle-même, par exemple. Ce qu'elle pense connaître, ce dont elle se croit capable. Le moi est en général limité par les doutes, les interdictions ou la culpabilité, et réprimé par l'inconscient. Là, après, on verra ça avec l'ombre, donc je vais vous parler après. On fait bien une différenciation entre le moi et l'ego. Donc, l'ombre, qu'est-ce que c'est ?
côté obscur présent en chacun et chacune de nous. C'est une partie intérieure inconsciente de la personnalité. L'ombre est constituée par les dispositions, tendances et traits psychiques qui sont refoulés de la conscience, du fait de leur incompatibilité avec l'orientation de la conscience, et qui forment dans l'inconscient une personnalité partielle relativement autonome, compensatrice de l'attitude du moi. L'ombre apparaît dans les rêves comme une image du même sexe que le rêveur. On peut manifester son obscurité dans des figures à la peau sombre, noire, indienne, ou à travers des caractères primitifs, vulgaires ou asociaux. L'ombre est plus primitive que le moi et plus près du monde des instincts. Le moi la ressent comme quelque chose de désagréable, de dégoûtant, de répugnant, de coupable, car elle contient tout ce que le sujet refuse de reconnaître en lui. D'où le terme défini d'ombre. Toutefois, l'être humain inconscient, l'ombre ne se compose pas seulement de tendances moralement répréhensibles, mais elle montre aussi un certain nombre de dualités positives, c'est-à-dire d'instincts normaux, de réactions dirigées vers un but, de perceptions conformes à la réalité, d'impulsions créatrices et de bien d'autres choses encore. C'est pourquoi on peut parler aussi d'ombre positive, entendant par là une ou plusieurs potentialités qui, si elles étaient intégrées au moi, permettraient de le renforcer et de l'enrichir. L'ombre contient aussi en effet des valeurs individuelles qui sont refusées par le moi parce qu'elles sont gênantes et entrent en conflit avec l'adaptation réalisée par la conscience. On va dire la définition est plutôt claire et simple. Pour la rencontrer, par contre, c'est un petit peu plus délicat. C'est-à-dire que les mots sont assez légers. Quand on dit vraiment répugnant, dégoûtant, c'est clairement une répulsion en fait. Quand vous en découvrez une dans le rêve, en général, vous pouvez même partir en courant et vous avez qu'une envie en fait, c'est de sortir de votre rêve. Après, je vous laisse faire les expériences et on a tous des retours, on va dire, différents. Pour rencontrer son ombre, ça demande également un peu plus de temps. Parce que des fois, il faut passer aussi par l'affirmation donc du moi, qui a pu très bien être très abîmé à cause de l'environnement de départ de naissance. Bon, pour ça, on pourra en discuter un petit peu plus tard, on va rester quand même sur le glossaire. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire. Si vous voulez partir sur plus ou moins certains sujets, moi j'ai quand même une bonne trame de base, mais je suis à l'écoute, y a pas de souci. Par contre, je vais pas faire d'interprétation de rêve à la volée. Et c'est quelque chose qu'il faut absolument faire. Pour moi, ce qu'on peut appeler en format cabinet, quoi. C'est un travail sur soi très sérieux. C'est pas demain j'interprète les rêves du voisin, quoi. C'est dans une éthique bien cadrée. Voilà, c'est le mot que je cherchais. C'est dans une éthique, évidemment, extrêmement cadrée. Donc là, maintenant, je vais vous parler de la fonction transcendante. C'est pas que c'est un peu costaud, mais on va essayer de voir ça ensemble tranquillement, de façon très légère. La fonction transcendante, c'est un mécanisme psychique qui transcende le couple d'opposés constitué par des tendances conscientes et inconscientes incompatibles, effectuant le passage d'une attitude à une autre. De cette façon, l'opposition n'est pas niée, mais surmontée dans une nouvelle synthèse imprévisible pour le moi. Concrètement, la fonction transcendante, c'est la capacité dynamique de la psyché de transformer et de guider une personne, cloquée dans une situation apparemment sans issue, vers une nouvelle situation. Elle se situe entre la conscience et l'inconscient, et une espèce de courant vital ou d'événement qui est l'expression autant de la conscience que de l'inconscient. Quand la vie est bloquée et arrive à un point mort, la fonction transcendante produit des rêves et des fantasmes qui tendent à débloquer la situation et à guérir l'individu en édifiant un niveau symbolique, un nouveau mode de vie
qui prend forme par la suite et mène à une situation nouvelle. Donc la fonction transcendante, elle constitue un mode de fonctionnement du soi. Comme on vient de l'évoquer avec la fonction transcendante, comme je vous l'ai déjà évoqué dans l'introduction, là je vais vous refaire un point sur la partie inconscient personnel et inconscient collectif, pour bien les déterminer, vu qu'on avait parlé des opposés. L'inconscient personnel comprend toutes les acquisitions de l'existence personnelle, depuis la naissance de l'individu, dont le rapport avec le moi n'est pas perceptible, raison pour laquelle le moi en ignore l'existence. Il s'agit de ce que nous oublions, de ce que nous refoulons, perceptions, pensées, sentiments subliminaux. Tout ce que je sais, mais à quoi je ne pense pas momentanément. Tout ce dont je fus conscient autrefois, mais qui est maintenant oublié. Tout ce qui est perçu par mes sens, mais à quoi mon conscient ne fait pas attention. Tout ce que je sens, me rappelle, veut et fait, sans dessein et sans attention. C'est-à-dire inconsciemment. Tout ce qui est futur, qui se prépare à moi et ne viendra que plus tard à la conscience. Plus un contenu conscient perd de sa valeur, plus il disparaît facilement au-dessous du seuil. C'est pourquoi l'inconscient renferme tous les souvenirs perdus et plus des contenus qui sont encore trop faibles pour pouvoir accéder à la conscience. À ces contenus viennent encore s'ajouter tous les refoulements, plus ou moins intentionnels, de représentation et impressions pénibles. L'inconscient collectif comprend les contenus qui ne sont pas personnellement acquis, il provient des possibilités congénitales de connexion mythologique, des motifs et des images qui se renouvellent partout et sans cesse, sans qu'il y ait tradition ni migration historique. Jung désigne ces contenus en disant qu'ils sont inconscients collectifs. Ces contenus de l'inconscient collectif ne sont pas individuels, autrement dit, ne sont pas de ceux qui ne se représentent guère plus d'une fois. Ils sont au contraire généraux et régulièrement répandus. L'inconscient collectif exprime quelque chose comme une condition ou base de la psyché, partout présente et largement identique à elle-même. Cette affirmation ne représente naturellement là qu'une hypothèse. On y est amené par des matériaux empiriques, sans compter qu'ils sont hautement vraisemblables que la similitude générale des processus psychiques chez tous les individus a pour base une régularité également générale, et donc impersonnelle, tout comme l'instinct qui se manifeste dans l'individu n'est qu'une apparition partielle d'un fondement instinctuel général. L'inconscient collectif se manifeste dans des images archétypiques, dont des images de caractère archaïque. Vous vous souvenez dans l'introduction, je vous avais dit la représentation de l'échelle, donc là tout en bas, à la base, on va dire inconscient archaïque. Donc l'inconscient collectif se manifeste dans des images archétypiques, dont des images de caractère archaïque, primordial, et de valeur non personnelle mais collective, autrement dit génériquement humaine. L'image archétypique est une forme fondamentale typique d'une certaine expérience psychique, continuellement répétée. Ça, c'était pour vous refaire un petit point sur les archétypes en eux-mêmes. Ça, c'était globalement tout ce que vous allez rencontrer si vous commencez à étudier la psychanalyse jungienne. C'est vraiment un glossaire, on va dire plutôt court, mais c'est les éléments vraiment principaux que vous allez obligatoirement retrouver. L'analyse jungienne, c'est avant tout l'interprétation des rêves. On y voit des images symboliques, qu'elles soient personnelles ou collectives. Chaque rêve sera complètement différent, et vous vous rendez compte que lorsque vous débutez l'analyse d'un rêve, l'inconscient, le soi, va commencer à répondre, et c'est là que commence le travail initiatique. Le rêve en lui-même représente la réaction donc inconsciente à une situation consciente. À une situation donnée de la conscience, l'inconscient en fait réagit sous forme de rêve. Principalement c'est ça, dont le contenu, restitutif ou compensatoire, ça va dépendre des rêves, se rapporte significativement aux impressions du jour. Le rêve a pour but en fait de révéler une situation issue du conflit entre la conscience et l'inconscient. Et il ne s'agit plus en fait dans ce cas d'une situation consciente
qui aurait donné lieu à un rêve bien déterminé, mais d'une production plus ou moins spontanée de l'inconscient, à une situation consciente donnée. L'inconscient en ajoute une autre différente de la première, ce qui va provoquer le conflit. Tout l'intérêt est d'en déterminer quel est le conflit, quel est le message, dans une interprétation. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure. Ensuite, quand vous débutez l'interprétation d'un rêve, les rêves suivants vont répondre à ce que vous êtes en train de travailler actuellement. Le rêve représente donc cette tendance de l'inconscient à vouloir transformer l'attitude consciente. L'inconscient exprime, dans ce cas, une position contraire à celle de la conscience, et plus forte qu'elle. Le rêve représente alors une rampe à l'inconscient vers la conscience. Ces rêves sont très significatifs et ont parfois pour effet de transformer l'attitude, donc de la personne, du sujet, de façon radicale. Le rêve révèle des processus inconscients, ne paraissant avoir aucun rapport avec les situations conscientes. Ces rêves sont extrêmement singuliers et du fait de leur caractère très particulier, sont souvent difficiles à interpréter. Le rêveur recherche avec beaucoup d'étonnement la raison de ses rêves, car aucun rapport conditionnel, on va dire, entre la réalité et eux ne peut être retenu à leur sujet. Il s'agit ici d'une production spontanée de l'inconscient, qui laisse alors libre cours à tout son potentiel d'activité et de signification. Ces rêves prennent souvent un caractère écrasant. Avant, on pouvait nommer ça les grands rêves. On les regardait comme des oracles. Ils étaient des somnia adeomissa, donc du latin rêve envoyé par les dieux, et on les considérait de ce fait comme une source d'inspiration. Donc voilà, globalement, vous avez une petite notion, donc vraiment des enjeux qui se déroulent dans un rêve. C'est hautement, alors peut-être pas pour tout le monde, mais c'est hautement en tout cas intéressant. Tout à l'heure, je vous ai parlé du moi, j'ai fait une distinction avec l'ego, et là donc je vais vous parler de la persona, c'est le masque social. Le rôle, en fait, c'est la partie de la personnalité qui permet de consentir à plusieurs accommodements, en fait. Son identité s'adapte aux différentes situations sociales à satisfaire, on va dire, les attentes réelles ou imaginaires des autres. Ça peut vraiment être très très variable. La persona, c'est ce que vous affichez tout simplement au monde, en sachant que on peut l'identifier par rapport à des masques, par exemple. En symbolique, une personne qui porte des masques. En fonction donc des personnes que vous rencontrez, que vous avez en face de vous, vous pouvez mettre un masque, on va dire, social, un masque familial, un masque professionnel, etc., etc. Mais c'est vraiment, en fait, l'accommodement de votre identité. La chose, en fait, à laquelle il faut vraiment faire attention avec la persona, c'est qu'à un moment donné, vous la distinguez pas, ou vous ne la distinguez plus de votre moi véritable. Là, ça peut vraiment devenir un petit peu dangereux. Et plus tard, après, c'est ce qu'on appellera le faux self. Ça reste de la psychologie, on va dire, donc de base, pas forcément dans l'analyse jungienne. On pourra y revenir si vous avez des questions par rapport à ça, mais ça sera pas mon but de parler éventuellement que de la persona, que des masques et des enjeux, on va dire, qui sont tout autour. À partir du moment où vous commencez l'interprétation des rêves par les contenus spontanés de l'inconscient, et que vous désirez vraiment, vous êtes désireux d'aller dans ce sens-là, vous allez évoluer. Donc après la persona, on l'identifie plutôt très très rapidement. Pour le glossaire, il me semble que tout est, on va dire, les plus grandes parties ont été indiquées. Après, je voudrais pas vous faire un podcast trop long. Au niveau du sous-titrage, j'espère que ça va pas trop vite. Parce que moi, c'est vrai que j'ai une tendance à parler plutôt vite. Là, j'ai essayé de faire un effort, en fait, en parlant un petit peu plus lentement. Donc j'espère que ça définit pas... J'ai pas vraiment un grand choix, on va dire, de logiciels de sous-titrage. J'espère que c'est ok pour vous. En tout cas, n'hésitez pas à me le signaler. J'essaierai quand même de faire quelque chose si jamais ça va trop vite. Concernant la fin de la vidéo, du podcast, pour la récap, la femme et son ombre, que je vous invite à lire, je l'ai pas dit tout à l'heure, mais il y a aussi
l'ombre, si c'est un sujet qui vous intéresse, qui vous fait pas peur. Il y a le bouquin de Jean Montbourquet qui s'appelle Apprivoiser son ombre, le côté mal aimé de soi, qui est passionnant. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui écrivent, on va dire, sur Jung, autour de Jung, et c'est pas forcément très très pertinent ou même transcendant. Mais celui-là, vraiment, quand je vais vous recommander des bouquins, c'est pas juste pour parce qu'il y aura 2 pages qui vont être intéressantes, c'est parce que tout le bouquin est intéressant. Si vous avez envie d'explorer un petit peu plus loin, donc ce sujet, je vous invite à lire donc le livre de Jean Montbourquet, Apprivoiser son ombre, le côté mal aimé de soi, qui est vraiment très très intéressant. J'espère que cette vidéo vous aura plu, intéressé. Je vous remercie pour votre écoute. Si ça vous intéresse donc de discuter un petit peu plus, n'hésitez pas à laisser vos commentaires. Moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est de vous transmettre des choses qui sont un petit peu complexes, surtout la passion que j'ai pour l'œuvre de Carl Gustav Jung et la psychanalyse jungienne en général. On peut croire que c'est quelque chose de très complexe, réservé entre guillemets à une certaine élite, même si j'aime pas le mot. En fait, il y a beaucoup de livres qui ont été vulgarisés, qui sont très 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 bien. C'est vrai que vous avez peut-être pas le temps de vous plonger là-dedans, mais en tout cas, le support que je vous propose, c'est de venir rapprocher ça, et du caractère que j'essaie d'y mettre, de vous transmettre, c'est simplement en fait vulgariser, comprendre, et vous lancer donc sur ce chemin qui est extrêmement intéressant et qui aujourd'hui, je pense, peut être très très bien accueilli, vu les conditions dans lesquelles nous sommes en ce moment. Je te remercie, cher explorateur et chère exploratrice, de m'avoir écouté. Merci pour ce moment partagé ensemble, et je vous dis à très très bientôt.